Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne le chapitre 4 sur la réactivité chimique. Donc, ce qu'on va faire essentiellement dans le chapitre 4, c'est de voir un peu un survol de ce qui s'en vient dans les prochains chapitres. Vous allez voir les chapitres 6, 7, 8, 9 sont vraiment spécifiques à chaque fonction. Donc, un chapitre sur les alcanes, un chapitre sur les alcènes, un chapitre sur les composés aromatiques, etc. Dans le chapitre 4, ce qu'on veut voir, c'est d'avoir une vision plus générale de la réactivité en chimie organique. Donc, on va définir certains termes qui vont nous servir dans les prochains chapitres. Donc, c'est vraiment plus un survol qu'on fait dans le chapitre 4. Donc, on va être plus spécifique dans les prochains chapitres, là. Mais pour l'instant, c'est de comprendre les idées générales qui se cachent derrière les réactions en chimie organique. Donc, vous allez voir, c'est complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent pour le moment, là. On fait beaucoup de retours aussi sur ce que vous avez vu au secondaire, peut-être aussi un petit peu dans les premières sessions du cégep. Donc, je vous amène à ma présentation. Donc, on est dans le chapitre 4 qui s'appelle Réactivité chimique. Donc, c'est un chapitre un peu fourre-tout dans le sens où on va mettre beaucoup de concepts différents, des fois qui n'ont pas toujours de lien ensemble, là. Donc, c'est un peu vraiment une introduction à ce qui s'en vient dans les prochains chapitres. Donc, section 4.1, donc c'est là qu'on va mettre en place certains concepts, donc quelques définitions. Donc, lorsqu'on parle du substrat, donc imaginez que vous avez une réaction quelconque, le substrat, c'est le composé organique qui va subir la transformation. Donc, souvent dans la réaction, c'est un des réactifs, c'est du côté des réactifs, là, c'est la plus grosse molécule souvent de la réaction. Donc, c'est le substrat. Donc, le substrat, il est toujours du côté des réactifs et c'est le composé organique. Souvent, dans les réactions chimiques organiques, il y a deux réactifs, donc un réactif et un substrat. Le réactif, souvent, lui, est plus petit et il va être souvent inorganique. Pas toujours, là, des fois, c'est des réactifs organiques, mais souvent, il va être inorganique. Donc, le substrat va souvent contenir beaucoup de carbone. Le réactif, peu ou pas de carbone, souvent. Donc, le réactif, c'est lui qui va faire modifier le substrat. Donc, le substrat, c'est vraiment la molécule qui nous intéresse, qu'on veut modifier. Le réactif, lui, va nous servir à attaquer le substrat. Les conditions expérimentales, donc c'est ce qu'on va voir souvent au-dessus ou en dessous de la flèche dans notre réaction. Donc, les conditions, il peut y en avoir plusieurs. Donc, j'en nomme quelques-unes ici, là. Donc, ça peut être des conditions de température, donc chauffer ou pas chauffer, ou chauffer à 50 degrés Celsius. Donc, il peut y avoir des températures précises ou juste un petit triangle. Le petit triangle veut dire chauffer. C'est là qu'on va mettre le solvant. Donc, exemple, on travaille dans l'eau, on travaille dans l'éthanol, on travaille dans un milieu pas d'eau. Donc, c'est là qu'on va donner des conditions. On va mettre le catalyseur. Et si des fois il y a des réactions, souvent des réactions radicalaires, c'est des réactions qui se font en présence de lumière ou d'ultraviolet. Donc, lumière, ultraviolet, je n'avais pas mis, mais j'aurais pu mettre, là, souvent on va mettre H nu. Vous avez vu en chimie générale là, que lorsqu'on faisait sauter les petits électrons d'un niveau à l'autre, ça prenait de la lumière et on symbolisait ça par H nu, là, H ou HF. Donc, lorsqu'on met HF ou H nu, ça correspond à la lumière, un peu plus spécifique que la lumière ultraviolet. Donc, vous avez une réaction générale ici pour la chimie organique. Donc, souvent, deux réactifs, donc deux molécules du côté des réactifs. Il y en a un qui est le réactif, le plus petit, le substrat qui est la grosse molécule qu'on va attaquer. Évidemment, ces deux-là sont interchangeables. Donc, le substrat peut être avant puis le réactif après, ou le réactif avant, le substrat après, le temps qu'ils sont du côté gauche de la flèche. Les conditions expérimentales, on va les mettre au-dessus puis en dessous de la flèche et le ou les produits formés vont être à droite. Vous allez voir en chimie organique, souvent, c'est des réactions un pour un, là, donc il y a presque rare, en tout cas, il y a très rarement de la stoichiométrie à faire, là. Ça va être un réactif plus un réactif plus un substrat va donner un ou plusieurs produits. Donc, très peu d'équations à balancer, là, c'est souvent un pour un. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, vous avez deux molécules à gauche de la flèche. Vous en avez un à droite de la flèche. Le platine, dans ce cas-ci, c'est un catalyseur. Donc, c'est une des réactions qu'on va voir dans le chapitre 7. Votre substrat, c'est la plus grosse molécule, donc la molécule organique, qui se fait attaquer par le réactif. Donc, vous voyez là, j'ai inversé par rapport à la flèche du haut.
Le substrat, dans ce cas-ci, est à gauche. Le réactif est à droite. Donc, le réactif, c'est la petite molécule qui va aller attaquer le substrat. Donc, dans ce cas-ci, c'est une réaction, on est passé d'un alcène, donc une liaison double, à une liaison simple, un alcane. Et vous voyez que le platine, ben, il n'apparaît pas ni à gauche ni à droite, là, il a servi de catalyseur. C'est ce qu'on appelle les conditions expérimentales. Donc, on aurait pu chauffer, mettre de la lumière, imposer un solvant. Et dans ce cas-ci, vous avez un seul produit, mais il peut en avoir plus qu'un. Donc, ça, c'est la représentation générale d'une réaction en chimie organique. Donc, un réactif, un substrat, les conditions expérimentales et un ou plusieurs produits à droite. Dans la section 4.1 aussi, on fait une introduction au mécanisme réactionnel. Donc, mécanisme réactionnel, on va en faire un petit peu plus loin. Je pense que c'est la section 4.4 ou 4.5. Donc, on fait juste expliquer un peu c'est quoi un mécanisme. Donc, le mécanisme, c'est quoi? C'est que ça représente étape par étape toutes les transformations qui vont se donner durant la réaction. Donc, ce qu'on avait tantôt, là, ici, c'est globalement, mettez ça avec ça, ça donne ça. Le mécanisme, on veut voir comment vont se déplacer les électrons. Donc, ça peut être en une étape, deux étapes, trois étapes, pour passer des réactifs aux produits. Donc, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la réaction. Là. On veut voir comment les électrons ou les liaisons vont bouger pour passer de réactif à produit. C'est ce que j'ai marqué ici. Et c'est super, super important. Si vous avez quelque chose à retenir de cette capsule-ci, c'est ça. C'est que c'est les électrons qui bougent. Donc, c'est jamais les charges positives, c'est jamais les atomes qui bougent, c'est vraiment les électrons qui bougent. Donc, c'est toujours important de faire bouger des électrons. Donc, si vous faites bouger des atomes, c'est sûr que vous allez perdre des points. Si vous faites bouger des charges, vous allez perdre des points. Donc, assurez-vous que c'est les électrons qui bougent. Et les électrons, on les retrouve où? Bien, vous les retrouvez dans les doublets libres. Vous les retrouvez dans les liaisons, parce qu'on se rappelle qu'une liaison, c'est deux électrons. Donc, vous partez de la liaison, puis vous attaquez quelque chose, ou vous partez d'un doublet libre, puis vous attaquez quelque chose. Donc, partez pas de l'atome, partez pas des charges. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Là. Donc, si vous avez une chose, comme j'ai dit, à retenir, c'est ça ici, faire bouger les électrons. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, lorsque vous avez une flèche comme ça ici, avec une pointe complète, donc vous allez voir tantôt, il y a une pointe, une demi-pointe. Donc, lorsque la pointe est complète, ça veut dire qu'il y a deux électrons qui ont bougé. Donc, ça peut être la liaison, donc liaison simple au complet qui a bougé, ou ça peut être un doublet libre qui a bougé. Donc, je rappelle, doublet libre, c'est deux électrons. Liaison, c'est deux électrons. Et lorsque vous avez une flèche à demi-pointe, comme c'est indiqué ici, à ce moment-là, il y a un seul électron qui a bougé. Donc, c'est une partie de la liaison qui a bougé ou un seul des électrons du doublet libre qui a bougé. Je vous montre un exemple ici. Donc, c'est une réaction qu'on appelle radicalaire. Radicalaire parce que vous avez un radicaux libre ici. Donc, vous voyez ici que la liaison elle a deux électrons. Donc, sur les deux électrons, comment ils ont bougé? Bien, il y a un des deux électrons qui est allé faire une liaison avec le X, puis l'autre électron de la liaison est allé sur le R. Donc, R, c'est une chaîne de carbone. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un R point. Et vous avez une liaison entre le HX. La liaison, elle vient de où? Elle vient de l'électron du H et de l'électron du X. Donc, deux électrons qui sont mis en commun, ça fait une liaison. Et vous voyez que c'est des demi-pointes parce que c'est un électron qui s'en va là, un électron qui s'en va là et un électron qui s'en vient ici. Okay, donc, ça se peut que ce soit obscur encore pour l'instant. Là. On va voir ça en détail un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, gardez l'idée. Demi-pointe, c'est un électron qui bouge. Pointe complète, c'est deux électrons. Vous avez un autre exemple ici. Donc, comment on représente ça? Bien, vous avez la liaison ici entre le X et le AL qui s'en va chercher l'hydrogène. Donc, encore une fois, c'est les électrons, les deux électrons qui partent. Parce que vous voyez, vous avez une pointe complète. Donc, les deux électrons partent, s'en vont chercher l'hydrogène. Les deux électrons de la liaison qui s'en vont se placer entre les deux carbones qui sont ici. Donc, vous les retrouvez. Donc, les deux électrons qui étaient entre le C et le H sont maintenant rendus une liaison double. Et la liaison, les deux électrons qui étaient entre le X et le AL font maintenant une liaison avec l'hydrogène. Et le ALX3, c'est ce qui reste. Ça va donc
pointe complète, c'est vraiment les deux électrons qui bougent, qui s'en vont chercher quelque chose. Même chose aussi, deux électrons qui bougent, qui s'en vont se positionner ailleurs. Section 4.2, donc c'est une introduction aux différentes catégories de réactions en chimie organique. Donc vous allez voir, il y en existe 4. Donc je vais vous donner des trucs pour les différencier. Donc encore une fois, c'est une introduction, là, donc paniquez pas si ce n'est pas complètement clair pour l'instant. Donc il y a des réactions qu'on appelle d'addition. Donc comme le nom l'indique, on va additionner quelque chose au substrat. Des réactions d'élimination, qui est un peu le contraire, on va enlever quelque chose au substrat. Des réactions de substitution. Donc, substitution veut dire échanger. Donc, ça veut dire qu'on va échanger un atome ou une partie de la molécule du substrat. Donc, on va substituer un groupe d'atomes au substrat. Et réaction de réarrangement, bien, on va prendre notre substrat et on va juste le réorganiser différemment. Donc, on va créer, dans ce cas-ci, des isomères différents. Donc, réaction d'addition, comme son nom l'indique, on va ajouter deux atomes ou deux groupes d'atomes. Et c'est important, ça va venir se fixer autour d'une liaison double ou d'une liaison triple. Donc, comment on reconnaît la réaction d'addition? C'est que vous allez partir d'une liaison double, vous allez devenir une liaison simple, ou vous allez partir d'une liaison triple et vous allez devenir une liaison double. Donc, addition, là, vous enlevez, dans le fond, vous diminuez le nombre d'insaturations. Donc, vous passez de triple à double ou de double à simple. Donc, c'est ce qu'on appelle une addition. Donc, vous allez venir plugger deux groupes d'atomes, donc un sur chaque côté de la liaison double. Et ce qu'on dit ici, c'est le type de réaction qu'on va voir souvent avec les alcènes et les alcynes. Donc ça, on va en voir beaucoup, beaucoup dans le chapitre 7, qui est consacré aux alcènes et aux alcynes. Donc vous avez, je pense, je vais donner deux exemples. Ah non, je commence par un. Donc vous voyez, vous passez d'une liaison triple à une liaison double. Donc aussitôt que le nombre d'insaturations, donc triple à double, vous voyez ça, automatiquement, ça vous dit que c'est une addition. Qu'est-ce qu'on a additionné? Mais vous voyez, on a additionné un H à gauche, un X à droite. Même chose ici, on passe d'une liaison double à une liaison simple. On a additionné un autre H et un autre X ici. Donc, une addition, là, on additionne le réactif sur votre substrat. Petite remarque, là, vous voyez que dans ce cas-ci, le réactif, je l'ai mis sur la flèche. Donc, ça arrive des fois que plutôt que de mettre substrat plus réactif, le réactif vient de se placer sur la flèche. C'est permis en chimie organique. Important, donc je pense que dans votre manuel, il n'en parle pas tout de suite dans la section 4.2, mais ça va être quand même vu pour plus tard. Donc, dans les additions, vous pouvez spécifier c'est quel type d'addition. Donc, on va voir qu'il en existe 3 types et c'est le réactif, donc le premier réactif que vous allez mettre qui va déterminer le type d'addition. Pour l'instant, c'est obscur. Donc, c'est quoi les additions que vous pouvez avoir? Donc, 3 façons. Une addition qu'on appelle électrophile. Donc, phile veut dire aimer, électro veut dire électron. Donc, vous additionnez un réactif qui aime les électrons. Donc, souvent, c'est des réactifs qui sont positifs parce qu'ils aiment ça s'attirer, s'accrocher à quelque chose de négatif. Donc, électrophile veut dire qui aime les électrons. Ça peut être un réactif qui est nucléophile. Donc, nucléo veut dire charge positive. Donc, c'est un réactif qui aime les charges positives. Donc, en général, c'est des réactifs qui sont négatifs, donc attirés par des positifs. Et radicalaire, radicaux, ça, vous l'avez vu un peu moins souvent en chimie générale, là, on va y revenir. Donc, c'est des molécules ou des atomes qui ont un nombre impair d'électrons. Donc, on va avoir souvent 7 électrons ou 1 électron. Donc, c'est un nombre impair, c'est super, super réactif. Et la façon de reconnaître les réactions radicalaires, c'est qu'on va mettre de l'ultraviolet ou de la lumière. Donc, souvent, ça va être représenté par, ça va être marqué lumière sur la flèche, ou HNU, ou HF, ou UV. Donc, exemple. Donc, vous avez une réaction ici. Donc, vous devez dire de quel type c'est. Donc, pour le faire, là, c'est juste une introduction, encore une fois, là, paniquez pas si ce n'est pas clair. Donc, essayez d'observer ce qui se passe entre ce que vous aviez du côté des réactifs avec ce que vous avez du côté des produits. Donc, première remarque, on voit qu'on passe d'une liaison triple à une liaison double. Donc, nécessairement, c'est une addition. Maintenant, qu'est-ce qu'on a additionné? Est-ce qu'on a additionné quelque chose de positif?
est-ce qu'on a additionné quelque chose de négatif ou est-ce qu'on a additionné quelque chose qui était radicalaire, donc un nombre impair d'électrons? Radicalaire, comme j'ai dit, vous voyez qu'il n'y a pas de lumière ici ou de UV ou de H nu. Donc, radicalaire, a priori, il ne devrait pas être là. Petite remarque ici, vous voyez que le carbone est positif. Pourquoi le carbone est positif? Donc, rappelez-vous des charges formelles pour les mécanismes, ça va être important. On se rappelle que charge formelle, nombre d'électrons de valence, moins le nombre de liaisons, moins le nombre d'électrons libres. Donc, dans ce cas-ci, le carbone a 4 électrons de valence, moins 3 liaisons, pas d'électrons libres, donc c'est pour ça qu'il est positif. Donc, qu'est-ce que vous voyez qui a été ajouté entre le substrat à gauche et le produit à droite? Et vous voyez que c'est un hydrogène. Donc, il y a comme un hydrogène ici qui est venu se rajouter à gauche. Donc, si on regarde les... Donc, ça, c'est le substrat. Ça, c'est votre réactif. On se rappelle des charges partielles. Donc, dans ce cas-ci, pour le réactif, OK, le X, je n'ai pas spécifié. Le X, c'est un halogène. Donc, ça peut être chlore, fluor, brome. Là. Donc, les halogènes sont généralement plus électronégatifs que les hydrogènes. Donc, en termes de charge partielle, l'hydrogène, c'est partiellement positif. L'halogène, partiellement négatif. De sorte que, qu'est-ce qu'on additionne sur notre liaison triple? Bien, c'est l'hydrogène qui est partiellement positif. Donc, si on mettrait une flèche, essayez d'imaginer comment on mettrait la flèche, là. Donc, introduction au mécanisme. Donc, la flèche va partir du réactif vers le substrat ou du substrat vers le réactif. Et on se rappelle que c'est toujours les électrons qui bougent. Donc, évidemment, si je pars de la liaison qui est ici puis je la rajoute là, bien, mon carbone va se retrouver avec plus que 8 électrons. On se rappelle que le carbone ne peut pas en avoir plus que 8. Donc, nécessairement, ma flèche va partir de la liaison triple, va aller chercher l'hydrogène. L'hydrogène ne peut pas avoir plus que 2 électrons, donc la liaison HX va s'en aller sur le X. Encore une fois, partez pas en panique, là, c'est une introduction. Donc, le mécanisme, ici, ce serait quoi? Ce serait la liaison triple attaque l'hydrogène et la liaison entre le HX s'en va sur le X. Et comme on additionne une partie positive à notre substrat, on va dire que c'est une addition d'un électrophile. Donc, on additionne quelque chose qui aime les électrons. Ça va? Donc, addition parce qu'on passe de triple à double. Électrophile parce qu'on additionne quelque chose qui aime les électrons, donc qui est positif. Donc, mécanisme, juste remarquer là que c'est les électrons qui bougent. La liaison triple va chercher l'hydrogène et la liaison s'en va sur le X. Deuxième exemple, les flèches ne devaient pas apparaître tout de suite. Vous savez déjà l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On part d'une liaison double CO à une liaison simple CO. Donc, c'est une addition. Qu'est-ce qu'on a additionné à cette molécule-là? Ben, c'est un Cl. Et si on se rappelle des charges partielles, le Cl est plus négatif est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, en termes de charges partielles, votre substrat, votre réactif qui sont ici. Donc, vous avez une charge partielle positive sur l'hydrogène, une charge partielle négative sur le chlore. Et même chose ici, entre le C et le O, l'oxygène est plus électronégatif. Donc, vous avez une charge partielle positive sur le C, une charge partielle négative sur le O. Donc, je répète, entre les deux, c'est le O qui est plus électronégatif. De sorte que charge partielle positive sur le carbone, charge partielle négative sur l'oxygène, charge partielle positive sur l'hydrogène et charge partielle négative sur le chlore. Donc, encore une fois, là, c'est beaucoup d'informations. Il ne faut pas paniquer, c'est juste une introduction. Ce qui est important de voir dans cet exemple-ci, c'est quoi? C'est que c'est une addition, parce qu'on passe d'une liaison, d'une liaison double à une liaison simple, donc addition. Et qu'est-ce qu'on a additionné au substrat? Et vous voyez que c'est le chlore qui est négatif. Donc, c'est une addition d'un nucléophile, donc quelque chose qui aime les charges positives. Vous voyez, le moins est attiré par le plus. Donc, ça, c'est une addition nucléophile. Autre exemple, donc c'est un cas radicalaire. Vous avez votre substrat qui est ici, vous avez votre réactif, et vous voyez que votre réactif a un nombre impair d'électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, un nombre impair d'électrons. Je l'ai mis.
Normalement, quand c'est radicalaire, il faut mettre quelque chose ici. Donc, je l'ai rajouté. Donc, ça prend de la lumière. Donc, normalement, dans les exemples que vous avez, là, il va déjà être là. Ce n'est pas à vous à le rajouter. Et vous voyez que ce qui s'est passé, on a rajouté le BR à la molécule ici. Donc, la flèche va aller de la liaison double vers le BR. Je pense que je n'ai pas mis le mécanisme là. Ah oui, je l'ai mis ici. Donc, on va passer de la liaison double ici. J'aurais dû mettre juste des demi-pointes ici. Je ne sais pas pourquoi ça fait des pointes complets là. Donc, normalement, ça aurait dû être une demi-pointe, une demi-pointe, une demi-pointe parce qu'il y a un électron qui vient faire une liaison, un électron qui vient faire une liaison et un électron qui s'en va là ici. Donc, laissez faire le mécanisme là, pour l'instant. De toute façon, il n'est pas correct. Ça aurait dû être des demi-pointes. Juste remarquez que lorsque vous avez de la lumière et qu'on passe d'une liaison double à une liaison simple, donc c'est une addition, donc double à simple, et c'est radicalaire parce qu'on a mis de la lumière. Et votre réactif, en plus, a un nombre impair d'électrons. Pour le mécanisme, là, laissez tomber. Là, on va le voir au complet dans le chapitre 6. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici, addition radicalaire. Réaction d'élimination, c'est le contraire. Donc, on va passer d'une liaison simple à une liaison double ou d'une liaison double à une liaison triple. Donc, on va retirer des atomes ou des groupes d'atomes à notre substrat. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, deux atomes ou groupes d'atomes situés de chaque côté d'une liaison vont être expulsés de la molécule pour former une liaison double ou une liaison triple. Et vous allez avoir souvent des produits secondaires formés. Donc, on donne des exemples, H2O, NH3, HCl, etc. Donc, exemple. Donc, qu'est-ce qu'on observe entre ce qu'il y a au départ et ce qu'il y a à la fin? Donc, vous avez toutes des liaisons simples à gauche dans votre substrat. Et vous voyez, vous avez une liaison double ici. Donc, aussitôt que votre nombre de liaisons augmente, on va appeler ça des réactions d'élimination. Donc, qu'est-ce qu'on a éliminé dans ce cas-ci? Donc, vous voyez que le Cl qui était ici, on l'a enlevé. Et vous aviez deux hydrogènes sur ce carbone-là. Il en reste juste un. Donc, c'est comme si on avait enlevé un H, puis un Cl, donc un Cl ici, puis un H là, pour créer votre liaison double ici. Je vais les mettre en couleur. Donc, c'est comme s'il y avait un hydrogène ici, puis un Cl qui partent. Votre substrat, c'est la plus grosse molécule. Votre réactif, dans ce cas-ci, c'est le NaOH. Le petit triangle vous est chaleur. Donc, on a dû chauffer pour faire cette réaction-là. Donc, élimination, je ne passe pas beaucoup de temps. Là, c'est quand même facile à reconnaître. Donc, toujours passer d'une liaison simple à une liaison double ou d'une liaison double à une liaison triple. Et souvent, vous allez voir, il y a souvent de la chaleur dans les réactions d'élimination. Substitution, on veut échanger des atomes ou des groupes d'atomes. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Donc, un atome ou un groupe d'atomes est remplacé par un autre sur votre substrat. Et même chose pour les substitutions, il y a des catégories de substitution. Élimination, il n'y a pas de catégorie. Les substitutions, il y a des catégories au même titre que l'addition. Donc, la substitution peut être électrophile. Donc, on substitue quelque chose qui aime les électrons. Elle peut être nucléophile. Donc, on échange quelque chose qui aime les charges positives. Et peut être radicalaire. Donc, on substitue un réactif qui a un nombre impair d'électrons. Encore une fois, radicalaire, on va le reconnaître à cause de la lumière ou des ultraviolets. Électrophiles, souvent, c'est des réactifs qui sont positifs. Nucléophiles, des réactifs qui sont négatifs. Exemple, donc vous avez une réaction ici. Donc, vous voyez qu'on n'a pas gagné ni perdu de liaison. Les liaisons sont toutes là. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a échangé un hydrogène par un NO2+. Donc, mon NO2 il est rendu là. Vous voyez que l'hydrogène s'est combiné avec le HSO4- pour faire du H2SO4. De sorte que cette réaction-là, c'est une réaction de substitution, parce qu'on a échangé un atome ou un groupe d'atomes. Et c'est une substitution qui est électrophile, parce que mon réactif, il aime les électrons, il est positif. J'ai marqué ici. Autre exemple, vous avez un bromocyclohexane avec lequel on fait réagir l'ion méthanolate, qui est le nom, c'est pas grave, là. Et ça forme le composé qui est ici. Donc, on forme un éther et votre brome qui est ici. Donc, vous voyez que c'est une réaction de substitution. On a échangé un brome par un OCH3.
On n'a pas changé des liaisons doubles, des liaisons simples. On a juste échangé des groupes. Et on a échangé quoi? On a échangé un brome qui normalement est négatif par un OCH3 qui est aussi négatif. Donc, c'est toujours, quand on fait un échange, c'est toujours la même charge. On ne peut pas changer un négatif par un positif ou un positif par un négatif, là. Donc, s'il est négatif, votre réactif, ben, ce que vous changez doit être négatif aussi. Donc, ici, on a échangé quelque chose de négatif. Donc, c'est ce qu'on appelle une substitution nucléophile. Donc, quelque chose qui aime les électrons, qui aime les charges positives, excusez. Autre exemple, donc vous voyez que vous avez un alcane ici, donc l'éthane, qu'on fait réagir avec un radical. Vous voyez un nombre impair d'électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nombre de liaisons n'a pas changé. On a juste fait un échange. Donc, vous voyez que votre H, exemple, qui est ici, qui est attaché à CH3, CH2, mais il est rendu avec le X qui est ici. Donc, on a substitué CH3, CH2 par, excusez, ouais, c'est ça, le CH3, CH2, on l'a substitué par le X. Et la façon facile de reconnaître les substitutions radicalaires, en plus, vous allez avoir l'information. H nu va être sur votre flèche ou lumière ou ultraviolet, là. Donc, aussitôt que vous voyez ça, il faut penser à un mécanisme radicalaire et vous voyez que c'est une substitution parce qu'on n'a pas ajouté de lien ou retiré de lien. Donc, c'est une substitution radicalaire. Réaction de réarrangement qu'on appelle aussi tautomérisation. Donc là, dans le fond, vous ajoutez rien, vous enlevez rien. Souvent, il y a juste un seul réactif. On fait juste modifier les liaisons à l'intérieur de la même molécule. Donc, on fait juste réarranger le squelette sans gagner ni perdre d'atomes. C'est ce qu'on appelle un réarrangement. Donc, exemple, vous êtes passé ici de cette molécule-là à gauche à cette molécule-là à droite. Donc, on est passé ici d'un alcool avec une liaison double qu'on appelle un énol à une fonction cétone. Si vous regardez les formules, l'alcool, c'est C3H6O. L'acétone, c'est aussi C3H6O. Donc, vous n'avez pas gagné ni perdu d'électrons. On a juste réarrangé la molécule. Donc, en fait, on a deux isomères différents. Donc, c'est une réaction dans laquelle on change d'isomère. Et c'est ce qu'on appelle un réarrangement ou une tautomérisation. Donc, c'était la section 4.2. Encore une fois, beaucoup de termes là, pour les mécanismes, les flèches, on va y revenir plus tard. Donc, l'idée dans la section précédente, c'était juste de reconnaître les catégories. Donc, addition, on passe de triple à double, de double à simple. Élimination, c'est le contraire. On passe de simple à double, de double à triple. Substitution, on enlève un groupe et on le remplace par un autre. Et réarrangement, on fait juste réorganiser la molécule. Dans les additions, il faut avoir addition nucléophile, addition électrophile, addition radicalaire. Radicalaire, encore une fois, facile de reconnaître parce qu'il y a de la lumière ou des ultraviolets. Et dans substitution, même chose, substitution nucléophile, substitution électrophile et substitution radicalaire. Réarrangement et élimination, eux autres, ils n'ont pas de catégorie. Donc, c'est juste réarrangement, ça finit là, ou élimination et ça finit là. Diagramme énergétique, vous allez voir, c'est pas très long, là. La capsule est déjà pas mal longue. Donc, c'est une revue de ce que vous avez déjà vu au secondaire sur les diagrammes. Donc, ça représente les fluctuations d'énergie entre ce que vous avez au départ, donc les réactifs, et ce que vous avez à la fin avec les produits. Donc, le diagramme d'énergie nous donne quoi comme information? Donc, ça nous donne le nombre d'étapes, j'aurais dû mettre un S, ainsi que le nombre d'intermédiaires. Ça nous dit si la réaction est endo ou exothermique. Et ça nous montre l'étape limitante de la réaction. Donc, ce schéma-là devrait vous dire quelque chose. Vous avez vu ça au secondaire. Donc, vous avez les réactifs à gauche, les produits à droite. Vous avez le complexe activé qui est au sommet ici. Donc, important, là, le complexe activé, vous ne pouvez pas l'isoler. Vous ne pouvez pas dire, ah, j'arrête au complexe activé. C'est comme si les réactifs sont en train de se transformer en produits. Donc, à cette étape-là, il existe des composés qui n'ont pas de sens vraiment. Là. Vous pouvez avoir, exemple, des carbones à 5 liaisons ou des choses comme ça, là, parce qu'il y a une liaison qui est en train de se former pendant que l'autre est en train de se défaire. Là. Donc, c'est comme une étape intermédiaire.
Vous avez l'énergie d'activation pour passer des réactifs aux produits. Vous devez passer par cette énergie-là. Vous avez votre complexe activé et vous avez la variation d'enthalpie entre les réactifs et les produits. Les termes, vous les connaissez déjà, là. Je passe rapidement. Donc, complexe activé, c'est votre sommet. Énergie d'activation, c'est l'énergie que ça prend pour passer par-dessus le sommet. Et l'enthalpie, le delta H. Vous avez un exemple ici avec deux étapes. Donc, première étape, vous passez par-dessus le premier sommet. Et deuxième étape, passez par-dessus le deuxième sommet. Vous avez ce qu'on appelle entre les deux un intermédiaire réactionnel. Donc, lui peut être isolé. Donc, le complexe activé, là, les sommets ne peuvent pas être isolés. On ne peut pas dire, ah, je vais avoir un pot de complexe activé, là, ça ne se peut pas. C'est trop instable, là, ça passe à une fraction de seconde. Tandis que l'intermédiaire réactionnel, lui, on pourrait l'isoler. On va voir des cas un peu plus tard, là. Donc, l'intermédiaire réactionnel, il n'est pas très stable, là, mais il est isolable. Et vous avez un deuxième énergie d'activation ici. Donc, intermédiaire réactionnel, là, c'est le creux entre deux sommets. Et vous voyez ici, vous avez deux étapes. Donc, première étape, deuxième étape. Donc, le nombre de sommets vous donne le nombre d'étapes de réaction et le nombre de creux vous donne les intermédiaires réactionnels. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, le nombre d'étapes peut être déterminé par le nombre de sommets et le nombre d'intermédiaires peut être déterminé par le nombre de creux. Donc, ici, vous avez une réaction qui se fait en deux étapes. Première étape, donc c'est comme ça vient une première réaction, et ensuite une deuxième réaction ici, avec une étape intermédiaire ici ou un intermédiaire réactionnel. Variation d'enthalpie, donc vous regardez la différence entre les réactifs et les produits. Donc, si les produits sont plus bas que les réactifs, la réaction est exothermique, donc elle dégage l'énergie. Si jamais c'est le contraire, si les produits sont plus hauts que les réactifs, la réaction est endothermique, donc elle absorbe de l'énergie. Donc, dans l'exemple qui est ici, là, vous voyez que les réactifs sont plus hauts que les produits. Donc, comme les produits sont plus bas, c'est une réaction qui est exothermique, qui va dégager de la chaleur parce que j'ai moins d'énergie que j'en avais au début. Donc, j'en ai perdu. L'étape limitante, donc c'est celle dont l'énergie d'activation est la plus élevée. Donc, dans ce cas-ci, mon étape limitante, c'est celle où ma montée est la plus grande. Vous voyez ici, EA1 est plus grand que EA2. Donc, c'est l'étape qui est la plus difficile à passer. Donc, vous avez vu ça, je pense, en secondaire 4. Donc, je m'excuse pour cette capsule-là, elle est un peu plus longue que les autres, là, mais les concepts ne sont pas très difficiles. Peut-être à part réactif nucléophile, électrophile, radicalaire là, à revoir, mais comme j'ai dit, on va y revenir prochainement. Donc, c'était l'introduction au chapitre 4. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça va me faire plaisir de vous répondre.